Et merci beaucoup, cher Salsabil. Je désire premièrement remercier tous et toutes les organisateurs de ce colloque. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un très grand plaisir d'être encore une fois ici à la faculté avec la TDC et les autres organisateurs, les collègues et tous les amis ici à la faculté. Et merci aussi pour parler en français, pour tous les rapporteurs qui viennent de parler en français. Merci beaucoup vraiment. Je comprends que ce serait beaucoup plus facile, plus naturel de parler en arabe, mais malheureusement, pour moi, ce serait un peu difficile, presque impossible, de suivre les travaux. Et j'ai beaucoup appris de ceux qui ont déjà parlé avant de moi. J'ai vraiment beaucoup appris. Alors, merci aussi pour cet effort. Je vais essayer à me débrouiller en français, moi aussi, et pour parler de ce sujet de la constitutionnalisation des droits et libertés en droit comparé. Il s'agit vraiment d'un très grand sujet car, comme la professeure Amrouni vient de dire, c'est dès le début de la fin du XVIIIe siècle, dès le début que la protection des droits et libertés est au centre du constitutionnalisme. Alors, lorsqu'on parle de la protection des droits et libertés, de la constitutionnalisation des droits et libertés en droit comparé, on parle vraiment du constitutionnalisme tout entier. Alors, c'est un très grand sujet. Et limiter les pouvoirs, limiter l'arbitraire du pouvoir pour garantir les droits et libertés, c'est vraiment au centre du constitutionnalisme de son origine. Ce que je vais aborder 5 points et je vous en prie, cher Salvo, cher Salsabil, notre président ici, de me faire signe si je parle trop. Je n'ai pas de montre non plus. Alors, j'ai le téléphone, mais oui, je ne peux pas regarder tout le temps le téléphone. Alors, 5 points. Premier point, c'est un peu l'origine. Hein? L'origine, on vient d'écouter l'expérience tunisienne. Puis on regarde un peu un droit comparé avec l'expérience de l'Occident, c'est qu'aujourd'hui on appelle aussi le Global North, le Nord global au centre, car ça va être un peu ma perspective. Alors, on peut voir que les droits et libertés ont été constitutionnalisés. Premièrement, qui était l'ennemi? Je vais un peu développer quelques points. Qui était l'ennemi des droits et libertés? C'était les pouvoirs éthiques lui-même. Au début. Au début, c'était l'ennemi des droits et libertés, c'était les pouvoirs publics qui, à cette époque, je parle de la fin du siècle XVIII et surtout du siècle XIX, l'état législatif des droits, c'était les rois, la monarchie et tout ça. Quel droit, deuxième aspect, quel droit et liberté étaient constitutionnalisés? Quel droit et liberté c'était, et je ne vais pas développer, on est parmi des experts, mais c'est qu'on appelle les libertés négatives. Alors, c'était liberté qui impliquait la protection du sujet contre les pouvoirs publics. Et troisième aspect, qui étaient les titulaires de ces droits et libertés, alors comme les concepts d'égalité étaient très limités, ce n'agissait que de l'égalité formelle, les sujets, c'était ces sujets abstraits qui, en effet, c'était l'homme, hein, masculin, blanc, bourgeois, propriétaire. Alors, les sujets, c'était très limité. Et quels instruments, quels outils à niveau juridique, ça c'est un quatrième aspect, et de cette constitutionnalisation,
quel instrument juridique dans cet état de droit à son origine, c'était la loi. L'instrument pour la protection des droits et libertés, c'était considéré la loi. La loi comme autant qu'expression de la volonté générale, de la volonté de la nation, mais la loi qui était expression que d'une petite minorité en raison du suffrage limité. Et alors, cette nation, ce n'était qu'une création artificielle. Et au début du royaume d'Italie, c'était exactement les 18 ans, l'année 18, dis-moi, 1861, exactement la même année de la constitution tunisienne, et ce n'était que les 1,4% de la population qui avait le droit de vote. Alors, de qu'est-ce qu'on parle? C'est-à-dire, c'était vraiment limité. Mais alors, deuxième aspect, toute cette vision des droits et libertés et de la garantie des droits et libertés est bouleversée à la fin du siècle XIX, au début du siècle XX, par les grands mouvements des travailleurs, hein, les mouvements socialistes, la naissance des partis politiques, et pour ces sujets qui étaient exclus, ils demandent d'être inclus. Ils demandent de participer au pouvoir, ils demandent les droits de vote, ils demandent la garantie d'autres droits et libertés que les libertés négatives et parmi elles les droits de propriété. Ils demandent les droits sociaux, ils demandent une vision différente de l'égalité. Et tout ça détermine, je ne peux pas développer ça, mais c'est quelque chose que tout le monde ici connaît, mais ça détermine dans pas mal de pays, peut-être c'est dans lesquels l'état de droit est très plus faible, et parmi eux l'Italie, l'Allemagne, ça détermine l'autoritarisme, le totalitarisme et le rejet de ces qui était passé avant avec cette première constitutionnalisation des droits et libertés. Troisième aspect, troisième moment. Alors, le troisième moment de cette constitutionnalisation des droits et libertés, c'est l'après-deuxième guerre mondiale. Et peut-être ça nous intéresse beaucoup plus car on est encore, je pense, nonobstant quelques changements, que sera mon quatrième point, je pense qu'on est encore là. C'est-à-dire l'état constitutionnel des droits, ce que la doctrine italienne, allemande ont appelé comme état constitutionnel des droits, les post-war paradigm, si on veut utiliser une autre terminologie. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la constitutionnalisation des droits et libertés? Et premier, qui est l'ennemi des droits et libertés, qu'il faut limiter. Oui, c'est encore les pouvoirs publics, c'est encore le pouvoir public comme un ennemi, mais il ne s'agit plus de la monarchie, de l'ancienne monarchie absolue, mais ce sont les majorités politiques. Alors, on a vu que l'ennemi des droits et libertés, ce sont les majorités politiques issues des élections, même des élections démocratiques, avec cette tendance à être tout puissante, à se considérer comme légitimée pour tout faire. Mais non, alors il faut limiter ces majorités politiques. Alors tout vient de changer. Et les droits et libertés, les deuxième aspect, certainement, ce n'est plus que ce qu'on appelle les libertés négatives, ce sont aussi les libertés positives et la centralité des droits sociaux, que c'était vraiment l'aspect le plus important dans cette lutte pour l'inclusion des travailleurs et des sujets et plus démunis. Troisième, les titulaires. Alors, les titulaires, qui sont les titulaires de droits et libertés, il y a premièrement une tendance à l'inclusion.
l'inclusion d'autres sujets, tous ces sujets qui étaient exclus dans les premiers moments de la naissance de l'état des droits. Alors, les femmes, par exemple, en premier lieu, mais et surtout en raison du changement de la vision de la conception de l'égalité qui implique une égalité substantielle, qui implique et une vision du pluralisme des sujets, c'est-à-dire les sujets sont pris en compte avec leurs besoins et leur diversité aussi. Hein. C'est un peu l'homme situé et la femme située, on pourrait aussi dire, dans la vision de Jacques Maritain et de toute cette approche à la personne humaine. Au niveau des instruments juridiques, tout change. Hein? Il y a pas mal de changements. Tout change, peut-être c'est trop fort, mais il y a pas mal de changements, car cette fois-ci, la Constitution qui, on l'a vu, elle existait déjà comme norme juridique, mais on lui donne une vraie force normative. Alors, la Constitution devient un vrai outil, because elle devient une norme juridique, et à côté de la Constitution, le droit international des droits humains, ça c'est le grand changement parmi les outils pour la protection des droits et libertés. Ce n'est que la constitutionnalisation, mais c'est aussi tous les changements du droit international, une véritable révolution du droit, en droit international. Et parmi les institutions, ça commence l'époque des juridictions constitutionnelles. Hein. Alors, ce sont les juridictions constitutionnelles qui deviennent la véritable garantie de la suprématie de la rigidité des constitutions. Et alors, je pense qu'on est encore un peu là dans ce double circuit dans lequel on trouve les droits et libertés constitutionnalisés et protégés contre les majorités politiques par des institutions indépendantes, premièrement les cours constitutionnelles. Il y a ce double niveau des décisions politiques. Quatrième point, le 21e siècle. Alors, j'ai déjà dit, je pense que l'état constitutionnel des droits reste un peu le modèle qui circule, mais il y a eu pas mal de changements non plus dans la constitutionnalisation des droits et libertés. Et notamment, il y a une tendance de plus en plus dans pas mal de pays, et l'Amérique latine surtout, à une constitutionnalisation des nouveaux droits qui est quelquefois sont liés aux nouvelles technologies et au développement factuel, mais il y a aussi une tendance croissante à constitutionnaliser des aspirations. Des vraies aspirations. Le constitutionnalisme devient de plus en plus aspirationnel. Et il y a, dans cette partie surtout du monde, il y a cette tendance à voir les constitutions autant que des outils de transformation de la société, des rapports sociaux. Alors, on constitutionnalise tous ces objectifs qu'on désire qu'ils deviennent réalité, qu'ils ne sont pas encore réalité, mais on désire transformer la réalité par les droits. Alors, de plus en plus de droits, de nouveaux droits, et aussi constitutionnaliser dans cette forme qu'il s'agit des objectifs qu'il faut rejoindre. Et les ennemis, qui sont les ennemis, il faut considérer qu'il il y a aussi des pouvoirs privés qui deviennent de plus en plus des ennemis des droits et qui sont pris en compte par les droits. Et par contre, les pouvoirs publics, oui, ça reste quelque chose à limiter, les pouvoirs des majorités politiques, mais il devient aussi les titulaires des obligations d'intervention pour donner effectivité, et je reviens sur ces mots à la fin dans mon 5e point, pour donner effectivité à ces aspirations qui sont de plus en plus écrites
dans la Constitution. Alors, oui, et je pense qu'il n'y a pas eu, par contre, de véritables nouveautés à niveau institutionnel dans le XXIe siècle, dans cette nouvelle vague du constitutionnalisme. Si regarde les constitutions les plus récentes, inclus la constitution tunisienne de 2014, mais la constitution du Chili, par exemple, qui a été enfin rejetée par un référendum, mais elle avait été écrite par une convention constituante très récemment. Si on regarde les nouvelles constitutions, il n'y a pas une véritable créativité à niveau institutionnel. Les institutions restent celles qui existaient déjà dans le constitutionnalisme que j'ai appelé l'après-deuxième guerre mondiale. Les cours constitutionnels restent les centres de ces régimes politiques qu'on appelle l'état constitutionnel des droits. Alors, il n'y a pas eu une véritable créativité. Et pour terminer, mon cinquième point, ce sont les problèmes ouverts, les défis pour les droits et libertés dans ce cadre des tendances à la constitutionnalisation des droits et libertés qu'on a vu dans l'après-deuxième guerre mondiale et avec cette nouvelle tendance dans ces siècles. Alors, premier, j'ai peut-être 3 points pour terminer. Et alors, les défis, les difficultés, les problèmes ouverts. Premier, c'est le problème de l'effectivité des droits et libertés. Ce n'est pas un problème nouveau. Rien, c'est pas nouveau. C'était toujours comme ça. Le problème, les défis, c'est toujours celui de l'effectivité, mais certainement, ça devient de plus en plus important si on écrit dans les constitutions comme dans un livre de rêve, c'est-à-dire les aspirations, les désirs. Ça va être beaucoup plus difficile de lui donner une effectivité. Et alors, dans ces cadres de la quête pour l'effectivité, ce qu'on a vu un peu partout dans le monde, c'est que les juges sont en train de jouer un rôle très important. Car souvent, il y a des résistances des pouvoirs politiques, des pouvoirs exécutifs, des majorités politiques à donner effectivité aux constitutions. Et alors, il ne reste que les juges. Souvent, les mouvements sociaux, c'est-à-dire la société civile, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Souvent, ils s'adressent aux juges et ils utilisent tous les recours que ces systèmes laissent ouverts. Recours au cours constitutionnel, recours aux juges ordinaires, pour, parce qu'ils obligent le pouvoir public à actuer. C'est-à-dire, c'est le grand problème des omissions du pouvoir public, du pouvoir du législateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adresser aux juges. Mais certainement, les juges n'ont pas souvent tout le pouvoir pour obliger les pouvoirs publics à garantir ces droits. Et pour terminer, les derniers des aspects, on a vu aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la régression démocratique dans tous les pays qui avaient avancé sur ce chemin. Et cette régression démocratique implique deux volets. Un volet, c'est, mais je ne vais pas développer, je les laisse pour les débats. Un volet, c'est les attaques par les pouvoirs politiques, par les majorités politiques, aux institutions indépendantes. Premièrement, là où il existe les cours constitutionnels, mais sinon, c'est les pouvoirs judiciaires, ce sont les autorités indépendantes. Alors, ce sont les majorités politiques, souvent issues par des élections démocratiques, c'est le competitive authoritarianisme, comme on dit, qui attaquent les institutions indépendantes. Pour terminer, il y a aussi un gros problème dans les circuits démocratiques de la représentation
politique, hein, un peu partout. On a vu que nonostante la costitutionnalisation des droits politiques, on a vu qu'il y a une tendance dans l'électorat à ne pas participer aux élections, à ne pas participer à la vie politique. Il y a, avec la fin des idéologies, une perte d'importance des partis politiques. Avec les nouvelles technologies, on a vu que toutes les instances de médiation ont perdu un peu leur pouvoir. Alors, les risques, je termine comme ça, avec des problèmes, avec des défis. Et le risque, c'est celui-ci, d'avoir de plus en plus des constitutions façades, des constitutions VIP, soit car il n'y a pas une vraie participation. Alors, le côté démocratique est en crise, et soit de l'autre côté, c'est en crise le constitutionnalisme, c'est-à-dire les garanties, car les pouvoirs tendent à ne pas respecter les garanties. Et je pense que, et c'est quelque chose, je termine par ça, il faut de plus en plus, l'Amérique latine en ce moment, pour moi, c'est la partie du monde la plus intéressante pour voir qu'est-ce que le futur de l'État constitutionnel des droits, c'est l'Amérique latine. Et je pense qu'on peut apprendre quelque chose. Il faut c'est très important la constitutionnalisation des droits et libertés, comment est-ce qu'on utilise les mots, mais c'est encore plus important ce qu'on appelle, je n'ai pas les mots en français, mais la partie institutionnelle, ce que je disais dire, de la Constitution. Comment on va rédiger les règles sur les institutions, mais pas seulement, pas que les institutions de garantie, mais les institutions politiques. Par exemple, le rôle de l'opposition dans les institutions politiques, peut-être c'est une garantie aussi très importante des droits et libertés. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre de ces tentatives aussi, de cette réflexion en Amérique latine sur ce qu'on appelle la salle des machines, la salle des machines de la Constitution. Hein, oui, et il y a un auteur que j'aime beaucoup, che c'est Roberto Gargarella, qui a introduit cette expression. Et alors, je pense, oui, c'est bien d'étudier les droits et libertés, mais la salle des machines de la Constitution, il faut aussi travailler là-bas comme constitutionnaliste. Merci, je m'excuse, je vais parler trop.